Voilà, je vous remercie, Monsieur Riedinger et Madame Gaspard, d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc, nous continuons cet après-midi d'audition en vous recevant. Vous êtes rédacteur du rapport de la plateforme d'experts pour la rénovation énergétique des logements en France. Monsieur Riedinger, vous êtes le coordinateur pour les questions de transition énergétique à l'Institut du développement durable et des relations internationales, l'IDRI, depuis l'année dernière, mais vous avez rejoint l'Institut il y a 12 ans en tant que chercheur sur les questions d'énergie et de climat. Vos travaux portent notamment sur la gouvernance des politiques climatiques en France et sur les enjeux de la transition énergétique. Depuis 2020, vous coordonnez également la plateforme des experts sur la rénovation énergétique en France, en partenariat étroit avec l'ADEME, que nous avons auditionné la semaine dernière. Nous vous recevons donc avec vos deux casquettes. Je précise que vous êtes aussi chargé d'enseignement à Sciences Po Paris et à Sup Aéro Toulouse. Madame Gaspard, vous pilotez depuis un peu plus de 5 ans la réflexion prospective de l'ADEME sur le bâtiment et l'immobilier. Vous étiez auparavant au sein de l'agence sociologue des comportements en matière d'énergie et de bâtiment, après avoir été chargé de mission sur les questions de concertation. Vous avez également été consultante à Londres, il y a une quinzaine d'années, sur les questions d'impact socio-économique, de changement climatique et de planification urbaine. Vous avez tous les deux rédigé, je l'ai dit, le rapport de la plateforme d'experts pour la rénovation énergétique des logements en France, intitulé « Réussir le pari de la rénovation énergétique » et ce rapport a été publié en mai 2022. C'est ce travail qui a motivé votre audition, même si chacun d'entre vous a réalisé de nombreuses autres recherches autour du thème de la rénovation des bâtiments. Vous pourrez, bien entendu, sortir du cadre de ce rapport pour nous faire partager vos analyses. La plateforme d'experts pour la rénovation énergétique des logements souligne que, malgré son abord consensuel, la politique de rénovation énergétique des logements français ne parvient pas à atteindre ses objectifs et se demande quels sont les blocages sous-jacents et comment surtout pouvoir les dépasser. Vos interrogations sont donc proches de ceux de notre commission d'enquête. Votre rapport relève un ensemble de controverses autour de ce sujet, controverses souvent liées aux objectifs même de la politique de rénovation et qui sont génératrices de tensions. La première de ces tensions résulte de la cohabitation entre la poursuite d'objectifs climatiques selon une logique de décarbonation et la poursuite d'objectifs énergétiques autour d'une logique d'amélioration de l'efficacité énergétique et d'isolation. La deuxième tension participe de la poursuite d'objectifs sociaux au sein de la politique de rénovation. En effet, vous vous interrogez dans les termes suivants: faut-il privilégier la massification des gestes de travaux les plus rentables, ciblés sur les ménages modestes, pour lutter rapidement contre la précarité énergétique? Faut-il ensuite cibler les aides publiques sur les ménages modestes uniquement, ou fournir également des aides généreuses pour les classes moyennes et aisées en mesure d'investir plus rapidement et massivement afin de structurer rapidement le marché des rénovations performantes? Ce sont là des questions fondamentales. Vous déplorez également que les politiques mises en œuvre, que ce soit la politique d'urbanisme, politique de rénovation urbaine, d'accès au logement et d'amélioration de l'habitat, fonctionnent le plus souvent en silo, avec des objectifs, des acteurs et des logiques d'action différents. Bien qu'ayant comme point commun le même objet physique, à savoir le logement, chacune de ces politiques l'aborde sous des angles différents. Ce constat plaide pour une plus grande coordination de la gouvernance des politiques de rénovation énergétique. Vous constatez ensuite d'autres types de controverses, davantage liées aux outils de mise en œuvre de la politique de rénovation. La viabilité économique et financière des travaux de rénovation,
l'approche globale ou par étapes de la rénovation, le point d'équilibre entre incitation et obligation, ou encore la structuration de l'offre qui implique une stratégie pour le secteur du bâtiment, filière professionnelle dont l'offre doit être en capacité d'absorber la hausse massive de la demande avec bien sûr un niveau de qualification élevé. Dans ce contexte, quelle feuille de route proposez-vous pour le futur de la rénovation énergétique des logements? Comment articuler les deux principes directeurs que vous proposez, à savoir d'une part l'accélération et d'autre part la performance? Dans quel sens faire évoluer les dispositifs existants et quels nouveaux dispositifs nous faut-il mettre en place? Avant de vous laisser la parole pour répondre à ces premières questions, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 ans à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 € à 100 000 € d'amende. Je vous invite donc, Madame, Monsieur, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous en remercie. Donc on vous laisse la parole pour une quinzaine de minutes et ensuite le rapporteur, mais aussi les membres de la commission qui sont présents à cette audition, vous poseront certainement d'autres questions. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci la présidente, merci monsieur le rapporteur, merci aux autres membres pour l'invitation à présenter nos travaux. Alors je vais prendre une première partie de notre exposé préliminaire pour vous parler un peu du cadrage de ces travaux-là et commencer à présenter donc deux des controverses que vous avez mentionnées, sachant que là on va essayer de vous en donner un aperçu de 5 qui nous semblent essentiels et on pourra évidemment revenir sur les autres. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, ce qui nous a amené en fait à créer cette plateforme d'experts et à faire ces travaux-là, c'est un consensus de départ de se dire, à première vue, les politiques de rénovation énergétique sont parfaitement consensuelles. Aujourd'hui, c'est un enjeu qui est partagé de façon transpartisane au niveau politique avec des objectifs extrêmement ambitieux. Et pourtant, pour tous ceux comme vous qui suivent ces sujets depuis plus d'une dizaine d'années, on se rend compte qu'en fait, on a du mal à avancer, à atteindre nos objectifs. Et que malgré ces consensus, en fait, il y a des blocages qu'on a parfois du mal à identifier. Et donc pour nous, le point de départ de ce travail a été vraiment de se dire, est-ce qu'on arrive à faire une cartographie des controverses politiques qui parfois ne sont pas rendues explicites en tant que telles, mais qui peuvent présenter autant de points de blocage pour avancer, et qu'il faut justement arriver à mettre au cœur du débat et à dépasser. Donc nous, l'objectif de ce travail, il était vraiment là, sachant que dépasser une controverse ne veut pas forcément dire amener à un consensus parfait. Il peut y avoir des divergences de points de vue, c'est parfaitement normal, mais elles ne doivent pas forcément empêcher l'action. Donc c'était ça un peu le sens de ce travail qu'on a mené pendant 2 ans, avec une vingtaine d'experts venus à la fois du monde de la recherche, des bureaux d'études, d'agences publiques, voilà, et d'autres experts, mais vraiment pour essayer d'avoir pas mal de points de vue différents. On avait également un constat qui est partagé, on va pas trop insister là-dessus parce que vous le connaissez par cœur, mais de retard face à des objectifs extrêmement ambitieux au niveau national. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, l'enjeu aujourd'hui, c'est comment arriver à concilier l'effort d'accélération des rénovations énergétiques, de massification, quelque part, avec l'effort d'approfondissement, donc d'une meilleure performance. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on a peut-être déjà fait la moitié du chemin. Puisque, quelque part, en termes d'accélération, les résultats sont plutôt très encourageants, avec aujourd'hui, dans les 700 000 gestes de rénovation réalisés par an,
Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, derrière, en termes d'approfondissement, clairement, on a un gros enjeu sur la performance atteinte des rénovations. Donc on est entre 40 à 60 000 rénovations performantes par an à peu près, sachant qu'on est sur quelque chose qui est extrêmement dur à suivre, mais je pense que l'Observatoire national de la rénovation énergétique a dû vous en parler. Autre élément important en termes de bilan, selon les chiffres de l'Observatoire national, le gain moyen par projet de rénovation se situe aujourd'hui autour de 3 600 kWh. Ce qui, si on prend un logement parfaitement moyen du parc, 91 mètres carrés, 180-190 kWh par mètre carré en consommation, voudrait dire à peu près un gain de performance de 20%. Par contre, si on applique ces mêmes volumes d'économie d'énergie à une passoire thermique, on est plutôt de l'ordre de 10%. Donc c'est clairement pas suffisant par rapport à l'objectif d'amener l'ensemble du parc au niveau BBC. Et tout ça, évidemment, a un coût. Ce retard dans la mise en œuvre des politiques. Nous, on l'avait évoqué dans un article de blog qu'on a publié également l'été dernier sur la rénovation énergétique comme levier de sortie de la crise énergétique, où on avait notamment signalé que si la France avait atteint les objectifs fixés pendant le Grenelle de l'environnement de 2008 en matière de rénovation énergétique, à savoir réduire de 38% la consommation d'énergie dans les bâtiments, atteindre 500 000 rénovations performantes par an, on n'aurait plus été dépendant du gaz russe depuis 2020. Donc ça montre quand même l'importance de la rénovation énergétique en termes de résilience, pas uniquement sur le plan climatique, mais également géopolitique, économique. Autre élément important en termes de coût du retard, encore une fois lié à la crise de l'énergie, vous connaissez l'important coût du bouclier tarifaire qui a été mis en place pour répondre à l'urgence sociale et économique de cette crise, donc qui a consommé environ 30 milliards d'euros de dépenses publiques en 2022, jusqu'à 45 milliards d'euros budgétés en 2023, à comparer aux 3 milliards d'euros de budget pour MaPrimeRénov'. Donc on est en rapport de 1 à 10, qui pose évidemment des questions sur la gestion de la crise, parce que l'enjeu, par rapport aux crises futures, c'est évidemment d'améliorer notre résilience. Pour en venir aux controverses, la première qu'on avait abordée dans l'étude, qui aujourd'hui est vraiment centrale, je pense, pour vos travaux et dans la mise en œuvre des politiques de rénovation énergétique, c'est celle qui oppose apparemment une logique de décarbonation et une logique d'efficacité. Ce qu'on avait noté dans nos travaux, c'est qu'en fait, cette controverse est directement liée à deux autres controverses. L'une sur la faisabilité technique et la pertinence économique des rénovations performantes, qui continue à faire débat. Et tant qu'on n'arrive pas quelque part à débloquer, à clarifier cette controverse-là, on a beaucoup de mal à avancer sur celle entre décarbonation et efficacité énergétique. Et l'autre sur le point d'arrivée, c'est-à-dire sur la vision du parc de logement dans les scénarios prospectifs à l'horizon 2050. Et ce qui nous raconte quelque part sur la possibilité à atteindre la neutralité carbone en jouant uniquement sur la décarbonation de l'énergie plutôt que l'isolation. Alors, ce qu'il faut bien noter aujourd'hui, c'est qu'en théorie, dans la stratégie politique de la France, cette controverse a déjà été dépassée, puisque l'objectif BBC en 2050 figure dans le Code de l'énergie, et que le plan de rénovation énergétique des bâtiments de 2018 indiquait, noir sur blanc, l'objectif de rénovation de l'ensemble du parc de bâtiments au niveau bâtiment basse consommation d'ici 2050 ne pourra qu'être confirmé, voire renforcé, en insistant qu'en fait c'était quelque part la clé pour pouvoir décarboner ensuite. Et que derrière, ce qu'on note également sur les controverses autour des objectifs, il ne faut pas oublier que la rénovation énergétique, on n'a pas commencé à la faire uniquement dans une visée de décarbonation. Il y a d'autres objectifs qu'on poursuit quand on parle de performance des logements, que ce soit la question de l'obsolescence face notamment aux impacts du changement climatique, la question de la précarité énergétique, qui n'obéit pas forcément aux mêmes règles que celle de la décarbonation, et que justement, il faut voir beaucoup plus large sur ces questions-là. Dans ce contexte-là, on a également un point de vigilance assez important de ne pas succomber aux solutions qui pourraient être un peu trop simples pour être vraies.
notamment l'idée qu'on pourrait tout simplement mettre des pompes à chaleur un peu partout et que ça résoudrait tous nos problèmes de façon un peu magique. Attention également au risque de déplacer l'effort de décarbonation, parce que qui dit je résous la question dans le secteur des bâtiments en misant sur encore plus de production d'énergie décarbonée, ça veut dire mécaniquement j'accrois la pression en matière de décarbonation sur le secteur énergie. Et on a forcément des limites là-dessus. Attention également par rapport au fait qu'aujourd'hui, le cadre des objectifs 2030 est en train d'être renforcé dans le contexte du programme, du projet Fit for 55 européen. Donc pour l'instant, on a un objectif de réduction de 50% des émissions dans le secteur des bâtiments d'ici 2030, qui a priori va encore être renforcé, et qui va mettre encore plus l'accent sur la décarbonation. Donc c'est vraiment dans ce contexte-là qu'il ne faut pas perdre de vue cette idée de massification des rénovations performantes, encore une fois, pour répondre à l'ensemble des objectifs. J'enchaîne très rapidement sur la deuxième controverse qui est centrale, qui est sur la question de la rentabilité des rénovations énergétiques. Je ne vais pas pouvoir vous donner un chiffre magique sur ce que coûte ou rapporte une rénovation énergétique, mais plutôt porter à votre attention l'importance justement de ne pas regarder les résultats des études économiques, parce que vous verrez de tout. Et j'imagine, vous l'avez déjà vu, y compris dans les interventions, dans les auditions. Certains vont vous dire que les rénovations performantes représentent un optimum économique à long terme en tenant compte de l'ensemble des objectifs à atteindre. D'autres vous disent, mais en fait, non, ça ne marche pas. Que ça rapporte très peu, que les durées d'amortissement sont supérieures à 30 ans, etc. Et donc, nous, notre message, quelque part, par rapport à ça, c'est avant tout l'importance de mieux regarder et mettre en discussion les questions méthodologiques et les hypothèses qui sont utilisées. Donc, dans l'étude, vous trouverez pas mal d'exemples, notamment sur l'importance de regarder les périmètres de coûts et de bénéfices qui sont considérés dans différentes études. Certains vont s'intéresser vraiment uniquement à la rentabilité financière directe des travaux pour le ménage. D'autres vont également essayer de chiffrer les gains en matière de confort, de valorisation du patrimoine, de bénéfices pour la santé publique, etc. Donc vraiment important de regarder ces différents périmètres de coûts et de bénéfices. Et également de voir que les études n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Certains vont s'intéresser à qu'est-ce qui représente l'optimum en termes d'efficacité économique pour l'État, pour les politiques publiques. D'autres qui vont s'intéresser vraiment à la question de la rentabilité au niveau des ménages. Nous, la proposition qu'on fait pour dépasser cette controverse, c'est d'arrêter de parler de rentabilité financière, parce qu'au final, les ménages, aujourd'hui, ne réfléchissent pas en termes de rentabilité financière. Par contre, ce qui ne veut pas dire que le paramètre économique n'est pas essentiel. Mais nous, on propose d'y substituer une notion qui serait un peu plus large, qui est celle des conditions de viabilité économique des travaux de rénovation. Dans la viabilité économique, on met différents critères. On met notamment le critère d'équilibre en trésorerie, beaucoup plus important pour les ménages aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui change pour leur flux de trésorerie avant, après les travaux? Deuxième enjeu essentiel, la solvabilité. Donc, c'est bien d'avoir des prêts à taux préférentiel ou à taux zéro, mais pour des ménages déjà très endettés, est-ce que c'est une solution ou pas? Et comment est-ce qu'on trouve des mécanismes de financement alternatifs? Et également un autre élément qui est très peu considéré dans les dispositifs politiques aujourd'hui, qui est celui de la perception des risques et de la garantie de réalisation, de garantie de qualité des travaux. Donc quelque part qui pose des questions de mutualisation des risques, de tiers de confiance qui pourraient également assurer ce risque à la place des ménages. Donc tout ça pour vraiment encourager à quelque part exiger une meilleure transparence sur la méthodologie des études économiques, de faire également attention au fait que beaucoup d'études économétriques ne vont pas préciser quel type de rénovation énergétique est-ce qu'on regarde. On a au final très très peu de retours d'expérience en France sur le bilan économique de rénovation performante. Et que beaucoup d'études ne nous disent pas que la rénovation énergétique intrinsèquement ne serait pas rentable, que ce soit pour l'État ou pour le ménage, mais qu'elles nous disent quelque part que les outils politiques qui sont déployés aujourd'hui ne sont pas efficaces. Voilà. Donc il faut bien faire la différence entre les deux. Dernier élément qu'on apporte par rapport à ça, c'est l'importance de voir la question économique dans une vision dynamique. Donc ne pas uniquement regarder vers le passé en disant aujourd'hui ce n'est pas possible, ce n'est pas rentable, mais justement quelles seraient les conditions qui demain
permettrait d'assurer la viabilité économique au sens large des rénovations performantes et ainsi de les massifier. Alors, je vais prendre le relais pour vous brosser les 3 dernières grandes controverses qu'on a trouvées dans ce travail. Donc, la 3e controverse, c'est la controverse sur la notion même de performance. Performance d'une rénovation, performance d'un logement. Donc, on a évoqué la notion de la performance de la rénovation sur le plan énergétique. Vous le disiez tout à l'heure, on a une pluralité de politiques qui ont pour même objet physique le logement, mais des objectifs très différents. Alors, on ne va pas toutes les citer, mais il y a l'adaptation au vieillissement, bien évidemment énergie carbone, lutte contre la précarité énergétique, mais aussi des politiques à l'échelle du quartier, régénération des cœurs de ville, rénovation urbaine, etc. Et toutes ces politiques vont agir avec un objectif sans forcément prendre en compte les autres. Ce qui multiplie finalement les occasions manquées. Chacune pourrait regarder l'autre en considérant que l'intervention que fait l'autre est une occasion manquée pour elle-même. Et donc on a une multitude d'interventions publiques sur le bâti en France qui cherchent chacune à répondre à un objectif. Comment on peut dépasser ça ? Alors, on peut le dépasser déjà en adoptant explicitement une vision large de la performance, en se disant que quand on fait de la rénovation, c'est de la rénovation énergétique, c'est de la rénovation carbone, mais c'est aussi de la rénovation d'adaptation au changement climatique, de confort, de régénération urbaine, etc. Poser explicitement les choses pourrait permettre, à notre avis, de commencer à casser ces silos de politique publique. Ensuite, arbitrer, identifier les potentiels points de friction entre ces objectifs. Alors, pour en donner un, par exemple, agir contre la précarité énergétique, ça peut vouloir dire des aides ponctuelles à des travaux d'urgence. Et effectivement, il faut pouvoir donner dans la rénovation énergétique ces aides ponctuelles, leur donner une place puisqu'elles ont une fonction sociale, un objectif social, pourvu qu'elles soient conditionnées à des audits énergétiques qui permettent de mieux comprendre les travaux. Mais si on identifie, on arbitre les points potentiels de friction, on peut les dépasser. Si on les laisse silencieux, ils deviennent des blocages. Et 3e étape, aligner les dispositifs de politique publique sur la performance. Alors, quand on dit aligner les dispositifs de politique publique, c'est tous les dispositifs de politique publique. On parle beaucoup d'aligner les aides financières sur la performance. C'est indispensable, mais l'aide financière n'est pas le seul instrument de politique publique. Il y a la communication, il y a l'accompagnement qui pourrait devenir plus multithématique, puisqu'on sait très bien que quand un ménage fait une rénovation, surtout si c'est une rénovation lourde, c'est une fois tous les 10-15 ans et qu'il en profite pour faire plein de choses dans son logement, pas seulement de l'énergie. Donc, en résumé sur cette controverse, à chaque fois qu'on agit sur un logement, on pourrait se donner comme objectif d'embarquer l'ensemble de la performance et donc d'adapter la politique publique en conséquence. Et ça peut se faire assez rapidement dès maintenant en regardant où va l'argent public sur la rénovation du logement au sens large et en cherchant ces réorientations. Donc, 3e controverse. 4e controverse, celle sur les outils, ce match obligation-incitation. Alors, on a d'un côté des tenants du vu l'ampleur de la tâche, on n'y arrivera pas sans obliger. Et puis de l'autre, des tenants du mais on ne peut pas obliger, c'est de l'écologie punitive, c'est le chez-soi des gens, c'est la propriété privée, etc. Alors, pour dépasser cette controverse, que nos travaux ont mis en évidence, premièrement, c'est que les outils ne s'opposent pas. Puisque quand on regarde la politique actuelle, on a déjà un mix entre incitation et obligation. Donc on n'est pas sur une opposition, on est plutôt sur quel est le bon point d'équilibre entre ces outils. Et ce qu'on a également montré, c'est que finalement, ce qui compte, ce n'est pas tant la nature de l'outil, mais sa force et la crédibilité du signal qu'il envoie aux acteurs. Parce qu'on peut trouver des incitations qui sont fortes, bien conçues, qui fonctionnent bien, ou des incitations faibles qui sont mal calibrées. Et de la même façon, on peut avoir des obligations qui sont fortes si elles sont accompagnées, si elles sont contrôlées, si elles sont sanctionnées, et de l'autre côté, des obligations qui sont faibles si elles ne le sont pas. Et un exemple d'obligation faible dans le bâtiment, c'est l'obligation de travaux embarqués lors du ravalement en copropriété, qui est une obligation qui, sur le papier, devrait permettre de faire énormément de rénovations. Dans les faits, on n'en a pas de suivi, à notre connaissance, peu de sanctions, ce qui fait qu'on a une obligation, un outil là qui nous permettrait d'agir, mais les conditions ne sont pas réunies pour qu'il puisse porter ses fruits. Donc finalement, c'est vraiment la force, la crédibilité du signal qui est important, et ça repose sur la qualité de la conception des outils.
Et donc, un point qu'on peut mettre en avant pour l'action dans les mois à venir, c'est d'améliorer les processus de conception des outils de politique publique et notamment d'évaluation ex ante, qui, à l'heure actuelle, sont plutôt des processus assez légers et qu'on pourrait largement améliorer. Donc c'est difficile de répondre à cette question du point d'équilibre entre incitation et obligation en l'absence finalement de réelle évaluation ex ante. Et donc dans les priorités, il nous semble qu'on a deux grands sujets à venir. Premièrement, l'évaluation ex ante de l'obligation à la mutation, en essayant de regarder quels sont les impacts en termes énergétiques, mais aussi les impacts en termes de marché immobilier, puisque dès qu'on va aller sur une obligation, on est sur des grandes masses, et donc on va avoir un impact sur le marché immobilier. Savoir quel est cet impact, à l'heure actuelle, personne à notre connaissance n'est en capacité de le dire. Donc si on doit avoir des instruments de grande ampleur, il faut avoir l'évaluation qui va avec. Et puis deuxième priorité, le suivi de la loi climat et résilience, parce que finalement l'interdiction de location des passoires, c'est quelque part une forme d'obligation, c'en est juste le symétrique. Et là aussi, il y a un enjeu à faire un suivi propre de ces instruments de politique publique. Et puis enfin, dernière controverse, la controverse sur la structuration de la filière professionnelle. Alors, vous nous avez posé une question en préparation sur comment est-ce qu'on aide la filière à se structurer. Et il nous semble que, de notre côté, finalement, poser cette question, c'est faire un présupposé que le constat qu'il y a un problème de structuration de la filière est partagé. Or, en fait, ce qu'on a montré dans nos travaux, c'est que ce constat n'est pas partagé, puisqu'on a d'un côté des tenants de représentants qui vont plutôt dire il manque des ressources humaines, 40 000 rénovations, il faut passer à 700 000, etc. On a des manques. Et de l'autre côté, plutôt des représentants des acteurs professionnels qui disent la filière s'est toujours adaptée, la filière s'adaptera, l'appareil productif du bâtiment est résilient, il a toujours fait face aux modifications d'activité. Et donc, du coup, pour le dépasser, il nous semble qu'il y a un premier enjeu à produire un chiffrage partagé avec les organisations professionnelles et que ce chiffrage, il faut trouver la bonne façon de le faire pour permettre à ces organisations professionnelles de faire valoir leur point de vue, mais également d'écouter celui des autres. Et puis ce chiffrage, il doit concerner l'ensemble des métiers de la rénovation, pas seulement les travaux, puisque finalement la rénovation, ça va être aussi énormément de services, de l'accompagnement, du contrat de garantie, de performance et donc de l'assurance, etc. Toute cette matière grise, il faut aussi pouvoir le planifier parce qu'il va y avoir des besoins en main-d'œuvre extrêmement importants. Et finalement, tout ce que ça dessine, finalement, c'est une nouvelle filière industrielle de la rénovation. Il y a un potentiel de poids économique de cette filière particulièrement important. C'est un secteur qui a une forte valeur ajoutée au niveau local, un secteur dont la productivité a peu évolué sur ces 30 dernières années. Donc on a là un secteur à fort potentiel et ce serait vraiment, à notre sens, une opportunité d'inscrire la rénovation dans la stratégie d'industrie verte de la France pour en faire vraiment un des piliers de la stratégie industrielle. Donc, en conclusion, ce que nos travaux ont montré, pour faire écho à une de vos questions, c'est la nécessité d'une programmation pluriannuelle qui répondrait à plusieurs objectifs. Premièrement, organiser le changement d'échelle en mettant en cohérence les besoins et les ressources. Alors, besoins et ressources sur quoi? Sur des dimensions clés, sur le financement, vous avez auditionné nos collègues d'I4C, sur les ressources humaines, etc. Identifier les grandes dimensions clés sur lesquelles il faut que offre égale demande. Deuxièmement, organiser une gouvernance qui permette d'expliciter et de dépasser les controverses et les silos de politique publique. Troisièmement, intégrer un travail de fond d'évaluation, à la fois ex ante pour pouvoir concevoir des politiques efficaces, mais aussi ex post. Et puis enfin, organise les décisions qui sont sans regret à prendre là maintenant à court terme. Et on peut en citer 3. L'alignement des aides financières sur la performance, l'évaluation ex ante de l'obligation à la mutation et la structuration de la filière. Merci beaucoup pour cette présentation, certes synthétique, mais déjà bien précise de vos travaux. Donc, je laisse la parole à notre rapporteur. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup pour vos explications et puis pour le système que vous mettez en place, qui est assez important, en tout cas, à la fois d'évaluation et puis sur ce principe de controverse. En fait, ma question, elle est assez simple. C'est peut-être justement par rapport à ces 5 controverses
que vous avez pu balayer, et avec du coup ce regard-là par rapport justement au dispositif. Et c'est vrai que je crois que les prédécesseurs juste avant vous disaient que, en gros, on était à 2023, qu'on était vraiment à un stade de réflexion sur justement l'orientation des politiques publiques en matière de rénovation thermique. Donc tout l'intérêt à la fois du travail qu'on est en train de faire et puis de ce que vous avez pu produire. Mais peut-être justement à travers vous, vos réflexions, qu'est-ce qui peut-être justement concrètement par rapport aux politiques publiques actuelles, qu'est-ce qui vous paraît fonctionner justement et ne pas fonctionner, et qu'est-ce qu'il faudrait en tout cas améliorer. Et c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Alors ça peut être rester sur un système tel qu'il est d'aide qui sont apportées et d'aide financière avec un accompagnement. Mais c'est vrai qu'on a eu aussi des propositions de dire on renverse totalement les choses, avec plutôt aller vers de l'obligation et avec un dispositif qui pourrait être oui, une obligation, mais un reste à charge zéro, avec un dispositif de prêt sur du long terme, etc. Mais qui permettent de dire en fait il faut y aller de manière beaucoup plus forte en tout cas. Alors vous avez dit que c'était un petit peu les deux, mais enfin voilà, j'aimerais bien avoir moi votre regard en fait par rapport à l'analyse que vous avez et par rapport aux politiques publiques qui ont été mises en place, qui ont déjà d'ailleurs évolué quand même assez rapidement, et peut-être aussi sur les dispositifs justement qui sont mis en place et qui ont aussi évolué, que ça soit sur la question notamment du DPE, sur la question aussi de la labellisation des entreprises, notamment avec le RGE, et sur la difficulté quand même qu'on a à avoir à travers les différentes auditions sur l'évaluation des travaux et des réalisations qui sont faites et de leur performance à la fin, quoi. C'est-à-dire qu'on fait confiance aux entreprises à travers un label, mais qu'en fait on a très peu de dispositifs pour vérifier en fait au final la qualité des travaux et les performances qui sont réellement et qu'on obtient réellement. Et donc comment vous voyez aussi ça en termes d'évolution justement des politiques publiques. Voilà, puis je serai face à d'autres questions. Merci. Alors je vais essayer de commencer. La question de quelles évolutions concrètes aujourd'hui est extrêmement difficile, évidemment. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Je ne vais pas aborder les outils, MaPrimeRénov' ou autres en détail, je pense que d'autres l'ont fait, mais le regard qu'on a essayé de poser en termes de gestion, de gouvernance des politiques publiques, il est assez simple. Qu'est-ce qui fonctionne? C'est d'avoir des cadres crédibles sur un horizon suffisamment lointain pour que les acteurs puissent l'anticiper. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? C'est d'avoir des politiques publiques qui changent après année sans aucune visibilité, sans aucun cap. Et aujourd'hui, il faut bien dire qu'on est plutôt dans le deuxième cas. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, il y a des évolutions plutôt favorables dans les dispositifs d'aide, avec justement cette volonté d'aller davantage vers des rénovations performantes, d'introduire des obligations nouvelles, il n'y a pas de cap. Et quand on parle de programmation pluriannuelle, c'est vraiment ce sens-là qu'on lui donne. C'est de dire l'outil qu'on n'a jamais été capable de produire en ces 15 dernières années en termes de politique des rénovations énergétiques, c'est une feuille de route, une programmation qui, sur un horizon de 10 ans, année après année, nous détaille quelles vont être les évolutions structurantes de mes dispositifs d'aide, ma réglementation, mes dispositifs d'accompagnement, ma stratégie de filière et d'offres. On n'a jamais fait ça. Et donc, quelque part, les professionnels qui, notamment aujourd'hui, critiquent le fait qu'ils n'en peuvent plus et qui ne souhaitent qu'une chose, c'est qu'on les laisse tranquilles, on peut les comprendre. Parce que notamment avec l'ancien crédit d'impôt transition énergétique, on a vraiment eu ces systèmes d'un pas en avant, deux pas en arrière, on change les règles un peu tout le temps. Il faut absolument éviter ça. Et par rapport à votre question sur quel équilibre entre incitation et obligation, c'est exactement le même point. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arriverait à vraiment décliner une stratégie, idéalement partagée avec les acteurs, qui vraiment regarde ces éléments année après année, en mettant les ressources budgétaires, les moyens, pour que ça soit crédible pour l'ensemble des acteurs, on arrive à quelque chose. Et c'est un point d'autant plus important qu'aujourd'hui, et quelque part on ne peut que le saluer, on a une sorte d'effervescence
des travaux autour des enjeux de rénovation énergétique. Il y a votre commission d'enquête. Il y a en parallèle bientôt la publication de la nouvelle feuille de route décarbonation des bâtiments. Il y a le groupe de travail du Conseil national de la refondation qui doit également rendre sa copie. Voilà, donc il y a tout un tas de choses qui sont en cours, mais j'ai personnellement l'impression qu'ils vont toujours s'arrêter un peu en avant. C'est-à-dire qu'ils vont définir des grands axes stratégiques, aller davantage sur de la rénovation globale, augmenter les aides, mais sans décliner, sans aller dans ces niveaux d'opérationnalité qui nous fait défaut aujourd'hui. Donc voilà quelque part, pour moi, l'enjeu principal sur lequel il faut agir aujourd'hui. Sur est-ce qu'il faut aller vers davantage d'aide avec accompagnement ou des obligations avec reste à charge zéro, les travaux qu'on a menés, ils sont assez clairs là-dessus. C'est qu'en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, en fait, des aides très bien structurées justifient bien davantage des obligations qui vont avec. Et une obligation déployée à grande échelle ne peut exister, ne peut être acceptable qu'à condition de justement être mise en œuvre avec les conditions qui vont avec en termes de financement et d'accompagnement. Donc, la question, ce n'est pas quel équilibre, la question, c'est comment est-ce qu'on y arrive progressivement sur les 10 prochaines années. Sur la structuration de l'offre et la qualité, c'est exactement ce qu'on mentionnait avant. À partir du moment où il n'y a pas cette feuille de route partagée avec les acteurs de l'offre, on n'arrive pas à avancer. Typiquement, si vous vous rappelez du débat national transition énergétique, on a débattu de tous ces sujets et on était arrivé à un consensus sur le fait de devoir fusionner l'ensemble des aides pour en faire une aide unique indexée sur la performance énergétique atteinte après travaux. C'est écrit de noir sur blanc dans la synthèse du DNTE et dans la loi de transition énergétique de 2015. Et il y a eu un rapport de l'Inspection générale des finances en 2017 qui a dit oui, c'est parfaitement pertinent. Mais en fait, on ne va pas y arriver. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les experts thermiciens, les tiers de confiance, qui nous permettraient d'évaluer la qualité des travaux. Donc tant qu'on n'a pas cette programmation qui nous dit, certes, on peut jouer éternellement au dilemme de la poule et de l'œuf et dire, ben non, on n'y arrive pas, voilà. Mais il faut un jour dire, ben, en fait, il y aura des choses qui vont arriver. À partir de 2030, toutes les aides vont être conditionnées à une évaluation ex post, ce qui veut dire que d'ici là, il faut qu'on arrive à structurer une filière de 5 000, 10 000 experts thermiciens qui évaluent les travaux. Donc d'où l'importance de vraiment réfléchir en termes de programmation. Peut-être juste pour compléter, effectivement, sur cette organisation de la phase de transition, c'est peut-être ça, à 2030, qui est le plus difficile à faire pour sortir des chiffres qu'on a à l'heure actuelle et monter en puissance. On est sur des courbes qui sont extrêmement importantes dans les scénarios, tous les scénarios prospectifs. On a des chiffres 2030 de 700 000 rénovations en moyenne par an, 40 000 à 700 000, on est sur des phases très importantes. Et finalement, cette phase de transition, personne n'a encore vraiment décrit à quoi elle ressemble. Quel type d'acteurs on va avoir besoin et de combien on va avoir besoin de quel type d'acteurs on va avoir besoin en 2025, en 2026, en 2027. Ce qui fait que quand on pense des dispositifs de type accompagnement qui sont par nature des dispositifs à massifier, on a du mal à trouver du monde pour le faire parce qu'on n'a pas anticipé le fait qu'il nous faudrait du monde. Et effectivement, c'est un système de poule et d'œuf, mais tant qu'on n'aura pas résolu le problème de la programmation, on aura toujours ce dispositif. Donc effectivement, cette question est extrêmement importante, comment on organise la phase de transition. Juste sur la question de l'évaluation de la performance, c'est des choses qui existent déjà dans le tertiaire sur tout ce qui est contrat de performance énergétique. Donc on peut imaginer transposer, c'est-à-dire que les outils, les méthodes, la philosophie existent déjà. Maintenant, il faut l'adapter à des ménages, il faut l'adapter, etc. Mais on n'est pas loin de savoir et de pouvoir le faire. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles l'ADEME travaille. Et on aura des financements associés à ça. Mais donc, on n'est vraiment pas loin de pouvoir le faire. Et on pense que pouvoir positionner cette garantie de performance dans la phase de transition, se dire à échéance de 4-5 ans, on sera en capacité d'avoir cette garantie de performance. Et donc, du coup, on entraîne la filière et on envoie un signal clair à la filière par ce biais-là, nous paraît extrêmement intéressant. Et pour revenir, désolée, sur la question aussi des aides financières, l'aide, elle a deux fonctions. Soit elle incite, soit elle solvabilise.
Si on a un dispositif d'obligation, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin d'aide, parce qu'en fait, on a toujours besoin de voir le côté de l'aide qui solvabilise. Donc, il ne faut pas imaginer qu'un dispositif d'obligation coûtera moins cher. En fait, c'est juste que l'aide, elle viendra aider les ménages qui sont en phase d'une obligation, mais qui n'ont pas les moyens de le faire. Donc, dans tous les cas, on sera sur des montants d'investissement importants. Est-ce que nos collègues ont des questions à poser ? Non. Oui, Franck Montaugé. Ouais, juste une petite remarque pour sourire, détendre l'atmosphère qui n'est pas tendue. Merci Madame la Présidente. Ce que vous venez de dire dans le domaine qui est le vôtre vaut dans beaucoup d'autres domaines. Quand je vous entends parler d'études d'impact, vous avez parlé d'évaluation ex ante, etc. C'est ça, quoi. C'est la manière... voilà, finalement, c'est la gouvernance publique... Dans tous les domaines où il y a un peu et parfois beaucoup de complexité, quoi. Voilà. Alors vous avez dans votre propos, qui était très intéressant, vous êtes placé, me semble-t-il, du point de vue de l'État, voilà, de la conduite, de la définition, de la conduite, de la gestion des politiques publiques. Dans ce sujet, on l'a vu à l'occasion d'autres auditions, il n'y a pas que l'État tout seul. Il y a évidemment les échelons infranationaux, que sont les régions, les départements, les communautés de communes, etc. Voilà, alors ça rajoute de la complexité, évidemment, à ce que vous avez déjà exposé. Mais comment cette dimension-là, finalement territoriale du sujet, vous l'intégrez dans votre réflexion? Parce que vous n'en avez pas parlé, me semble-t-il. J'ai peut-être été distrait, mais je ne crois pas. Alors effectivement, on n'en a pas parlé. Alors je pense qu'il est hors de notre périmètre de conseiller sur le bon niveau de gouvernance de la rénovation énergétique, mais par contre pointer sur le fait que l'échelon local a, sur ces 30 dernières années, été un terreau d'innovation particulièrement important. On n'aurait pas fait le BBC en région si on n'avait pas eu des régions pionnières comme la Normandie qui se sont engagées. Là, on a des territoires qui vont donner des aides sur le biosourcé, etc. Donc, il y a une pépinière d'innovation dans le local qu'il faut absolument prendre en compte, ce qui veut dire qu'il faut lui laisser la possibilité d'innover. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut du coup que le ménage soit confronté à une diversité trop importante, ce qu'il est à l'heure actuelle. Donc il y a à la fois cette innovation qu'il faut laisser, qu'il faut porter et qu'il faut aider. Et puis ensuite, et ça c'est un autre principe d'innovation en politique publique qui nous tient à cœur, c'est de dessiner l'action publique pour qu'elle soit le plus simple possible pour le ménage. Et donc finalement, il y a un déficit d'évaluation ex ante, mais il y a aussi un déficit de design de politique publique dans les politiques à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il y a très peu de dispositifs qui permettent de tester l'outil de politique publique, l'interface de politique publique qu'on conçoit et qui répond à des contraintes qui sont celles du concepteur de la politique publique, de la tester avec des vrais gens qui représentent la diversité de la cible de la politique publique. Et si on avait plus de dispositifs de design de politique publique qui permettent en fait d'ajuster, on se rendrait compte qu'avoir 12 formulaires, c'est pas gérable, mais il y a plein d'autres trucs qui sont pas gérables dans le parcours d'un ménage sur la rénovation. Il y a des ruptures d'information, etc. Donc du coup, pour être sûr de comprendre, vous en appelez à des démarches conceptuelles en matière de politique publique sur un sujet comme celui-là, comparable à ce qu'on a en matière de mise au point de produits quelconques, voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle, des tests, voilà, à la fois sur le qualitatif, le quantitatif, le ressenti, le truc, le machin, la couleur, le goût. Alors, non, mais pour comparer, c'est ça que... Pour être un petit peu provocatrice, on pourrait dire qu'il y a peut-être plus de design qui passe dans le yaourt que vous allez acheter que dans le dispositif de politique publique
auxquels vous êtes confrontés, parce qu'il y a des acteurs qui ont besoin de vous vendre leur yaourt, alors que le dispositif de politique publique peut vivre sans qu'on y ait recours. Ça, c'est un petit peu pour vous appelez à du participatif au stade de la conception ou de la révision, de l'adaptation des politiques publiques qui concernent directement les gens en question, quoi. Voilà, nos concitoyens. C'est ça. Oui. Il existe tout un tas de méthodologies qui existent, qui ont été, par exemple, je pense que vous connaissez la 27e région, qui est un centre d'innovation en politique publique, et dont l'objectif est de confronter quelque part. Alors, ils reprennent les mots qui sont ceux du design. Donc, ils ont un prototype, ils ont une idée. Ils le confrontent à l'utilisateur final. Généralement, ils ont conscience que l'utilisateur final n'est pas l'utilisateur moyen, parce que le français n'existe pas, mais il y a une diversité. Donc, ils vont rechercher cette diversité pour s'assurer que le prototype fonctionne. Ils le retravaillent, et ensuite, une fois que la chose fonctionne, vraiment dans un processus de design, on peut en faire une politique. Et c'est vraiment important parce que, effectivement, chaque concepteur de politique publique, et on en est les premiers, on a des idées préconçues. On a conscience d'un jeu de contraintes qui peut donner une forme spécifique à notre objet, mais qui, du coup, en fait que la personne en face ne va pas pouvoir rentrer dans le dispositif. Donc, tous ces dispositifs, donc évaluation ex-ante et design de politique publique, c'est un peu les deux piliers pour réussir à concevoir des politiques qui ne loupent pas leur cible. Peut-être ajouter très rapidement que dans notre groupe d'experts, on avait notamment les gens qui, depuis, ont créé le premier réseau des acteurs régionaux du tiers financement de la rénovation énergétique, un réseau qui s'appelle Séraphine, donc on pourra vous mettre en contact si besoin, qui ont énormément d'éléments intéressants de retour d'expérience sur la structuration des différents outils de tiers financement en région, ce que ça donnait. Sur le côté design de service des politiques publiques, je crois savoir que la région Occitanie, dans le développement de son SPIR, donc Service public intégré de la rénovation énergétique, a justement fait appel à cette méthode-là pour essayer de coller davantage aux besoins des usagers. Après, très concrètement, par rapport au sujet dont on parle, aujourd'hui, vous le savez, il y a 1000 feuilles de dispositifs, de réglementation. Globalement, il y a deux façons de gérer ça. Soit on fait ce qu'on avait décidé avec le DNT, on dit on fusionne tout ça dans une aide unique, mais on n'est pas sûr d'y arriver. Soit on dit, en fait, on crée une interface qui arrive à gérer cette complexité à la place d'eux. Ce qui veut dire, enfin, mettre en place un guichet unique. Le guichet unique, pour pouvoir opérer, il faut qu'il fonctionne avec, idéalement, un portail unique, c'est-à-dire qu'il faut le même dossier, enfin le dossier unique d'aide qui permet de combiner directement les C2E, MaPrimeRénov', les aides régionales, etc., voilà, dans un même dossier de candidature, idéalement avec des critères techniques harmonisés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc tout ça, c'est des choses qu'on pourrait arriver à faire, mais qui, encore une fois, demandent à sortir des silos de gouvernance qu'on a nous-mêmes créés, parce qu'il y a tellement d'acteurs qui travaillent sur la question du logement. Peut-être, puisqu'on parle de ces politiques publiques en silo et qui manquent cruellement de transversalité, donc on a auditionné, il y a eu la création d'un coordinateur interministériel du plan de rénovation énergétique des bâtiments. Donc je voulais savoir si pour vous, c'était une première piste, ou en tout cas qui pouvait aller dans le bon sens, et comment vous verriez éventuellement son rôle évoluer. Alors effectivement, c'est une piste qui va dans le bon sens, puisque ce qu'on pointe dans le rapport, c'est un besoin de coordination. Donc bien évidemment, toute initiative de coordination est la bienvenue. On pourrait, du coup, avec ce qu'on a dit sur la performance, aller encore plus loin. Finalement, c'est peut-être pas une coordination de la rénovation énergétique, mais c'est une coordination de la performance du logement qu'on pourrait voir émerger, ce qui permettrait de faire dialoguer les acteurs qui, à l'heure actuelle, travaillent sur le vieillissement, sur l'adaptation au changement climatique, sur l'énergie, etc. Et on pourrait imaginer quelque chose de plus large. Ce serait à la fois plus compliqué, mais sans doute beaucoup plus efficace pour réussir à traiter toutes ces occasions manquées de rénovation énergétique.
quelque chose à avoir en tête, c'est qu'une occasion manquée de rénovation énergétique, elle ne se représentera pas avant longtemps. Et donc, du coup, en termes d'efficience de l'argent public investi, peut-être que ça vaut le coup, au moment où on fait une intervention, de mettre un peu plus cher pour atteindre le BBC, par exemple, sur une rénovation urbaine, mais on n'y revient pas, plutôt que de devoir déposer un isolant qui est pas assez épais et remettre un isolant, ou avoir surdimensionné un générateur de chauffage qui, du coup, va perdre en performance. Donc, effectivement, il y a sans doute un enjeu à penser la performance de façon beaucoup plus large, et on aura sans doute pas mal d'innovations qui peuvent sortir de là. Et si je peux me permettre, oui, bien sûr. Juste pour compléter le propos en termes de besoin de coordination, en lien avec ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la structuration de l'offre, là où il y a un énorme besoin de coordination, c'est pour faire le lien avec les questions d'industrialisation. Aujourd'hui en France, on parle d'un projet de loi pour l'industrie verte, on a la même chose au niveau européen. On parle de quoi? On parle essentiellement d'hydrogène, de nucléaire, peut-être un peu de véhicules électriques, de renouvelables. Personne ne parle de bâtiments et de rénovation énergétique. Ouais. Ce qui est absolument hallucinant quand on regarde les chiffres et qui vous ont été présentés tout à l'heure, hein, de besoins d'investissement additionnels dans ce secteur. Et également quand on regarde que le secteur du bâtiment est celui qui a la plus forte intensité en termes d'emploi par million d'euros investis, une des plus fortes intensités en termes de valeur ajoutée locale, et en même temps, probablement un des seuls secteurs qui n'a pas vu sa productivité augmenter depuis des décennies. Donc il y a un vrai besoin de penser aujourd'hui les questions de stratégie industrielle dans un secteur qui, par ailleurs, présente des potentiels d'innovation extrêmement importants, en termes de standardisation de nouvelles solutions, de tout ce qui est préfabrication hors site, d'utilisation de maquettes numériques. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui se passent et qu'on a du mal à intégrer parce que le secteur est considéré comme moins sexy que d'autres sur le plan de l'innovation. Merci beaucoup. On vous remercie et on vous souhaite une bonne soirée. Merci en tout cas d'avoir participé à cette audition et de nous avoir fait partager vos travaux à travers cette plateforme d'experts. Merci, bonne soirée.